Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle phase cachée des parcs un petit peu spéciale, car aujourd'hui on n'est pas vraiment dans un parc, mais on est dans une zone incontournable du parc Disneyland Paris. Je veux bien sûr parler de Disney Village. Alors, on va peut-être pas faire Space Mountain aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire du shopping. Et oui, même si Disney Village n'est pas un parc, c'est quand même un espace emblématique du resort parisien qui a ouvert en même temps que le parc Euro Disney en 92. Mais vous vous doutez bien qu'en près de 30 ans, cette zone de shopping à l'extérieur des parcs Disney a un petit peu changé. Déjà, faut savoir qu'à son ouverture, Disney Village s'appelait Festival Disney et avait un concept bien défini qui, comme beaucoup de concepts originaux à Disneyland Paris, n'a malheureusement pas fait long feu. En fait, l'élaboration de Festival Disney avait été confiée à l'architecte Frank Gehry, très connu pour ses édifices un peu biscornus. C'est à lui par exemple que l'on doit la Fondation Louis Vuitton ou la Cinématique française. Il avait même fait une apparition dans un épisode des Simpsons. Extrait. Oh, Frank Gehry, tu es un génie! Voici le nouvel opéra de Springfield. Un choix donc assez audacieux qui promettait une architecture originale et surtout jamais vue pour un espace Disney Village. Frank Gehry avait donc envisagé un thème à la fois urbain et onirique qui rappellerait de manière subtile la révolution industrielle qui a tant marqué l'histoire des États-Unis. Pour donner l'illusion d'un ciel constamment étoilé, il avait suspendu des guirlandes composées de 3600 ampoules au-dessus de l'allée. Ces guirlandes étaient accrochées à de grandes colonnes qui devaient évoquer de manière plus abstraite les cheminées, symboles de la révolution industrielle. Festival Disney misait surtout du coup sur la vie nocturne, aussi bien au niveau de ses divertissements que de l'architecture. Faut dire que des guirlandes c'est très joli la nuit, mais en pleine journée ça rend pas grand chose. Et du coup, la vision de Frank Gehry a rendu perplexe aussi bien les visiteurs que Disney. Et puis il faut dire aussi que Festival Disney à la base ciblait un public un peu plus adulte. Il y avait une boîte de nuit, des boutiques plutôt centrées sur l'histoire des États-Unis que sur la petite sirène et compagnie, des galeries d'art et même l'architecture faisait plus conceptuelle que magique. Et bon, disons qu'en 92, il n'y avait pas encore les milléniaux dépressifs et blasés du monde réel pour dépenser tout leur fric en trucs Disney, donc fallait qu'ils misent sur les enfants et créer un truc plus familial. Du coup, dès 93, Festival Disney entame une première métamorphose. Les fameuses colonnes de Gehry sont dénudées pour mettre des statues décoratives à l'intérieur et certaines boutiques jugées un petit peu trop, on va dire, touristiques sont supprimées, à savoir le Surf Shop qui vendait du coup des produits de surf et Street of America qui vendait des souvenirs des villes américaines. Petit à petit, le thème envisagé par Gehry se voit complètement bouleversé et c'est finalement en 96 que Disney décide de rompre définitivement les liens avec le concept de base en renommant Festival Disney Disney Village. On inaugure alors le complexe de cinéma Gaumont, doté de 8 salles à l'époque, et le restaurant Planet Hollywood dont la façade n'a alors plus rien à voir avec le côté industriel de la zone. Jusqu'ici on avait des décors assez subtils et là d'un coup, boum, une grosse planète au visuel assez grossier et aussi un poil cheap. Genre sur la devanture il y a encore les personnages de Twilight. Et puis à partir de là, fuck la cohérence. Déjà les guirlandes emblèmes de la zone se sont fait destroy par la tempête Lothar de 99, du coup elles seront remplacées plus tard par des sortes de ballons accrochés au bâtiment. Voilà, les ballons là, donc bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est moche, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire que j'aimerais avoir ça chez moi. Et il suffit de passer 3 minutes sur TikTok pour voir que les guirlandes, tout le monde a ça chez soi. Bref, ensuite, pendant les années 2000, toujours sans grand souci de cohérence, des grandes chaînes de restauration vont faire leur apparition comme McDo et Starbucks, ainsi que des restos à thème comme Rainforest Café, Ludwig Castle ou Café Mickey, où il est possible de rencontrer des personnages Disney. La boîte de nuit Hurricane, qui était située au-dessus de Rainforest Café, ferme ses portes en 2010, ce qui marque vraiment la fin du Disney Village un peu plus nocturne. Dans les années 2010, d'autres grandes chaînes de restos bien modernes sont ajoutées, à savoir Five Guys et Vapiano. On a aussi eu le superbe World of Disney en 2012, une énorme boutique qui regroupe les meilleures ventes des produits dérivés des parcs avec une décoration impressionnante. Vous pourrez retrouver plein de clins d'œil aux classiques Disney sur le dôme. Saurez-vous tous les citer? World of Disney a d'ailleurs l'avantage de proposer des produits normalement uniquement disponibles dans les parcs, impossibles à trouver dans les Disney Store classiques. C'est donc une bonne idée si vous avez envie de produits Disney un peu plus variés sans forcément aller sur les parcs. Et donc aujourd'hui, malgré ces investissements, c'est vrai que Disney Village reste une zone commerciale assez lambda. C'est plus une sorte de bonus après une longue journée passée à Disney. C'est là que tu viens manger, par exemple, jamais t'as pas envie de payer une blinde dans le parc et que tu préfères du coup payer genre 8 € pour un McDo. Ou alors c'est là que tu viens te reposer juste avant le spectacle nocturne. Mais en tout cas, c'est clairement pas une zone commerciale incontournable comme le voulait Disney à la base. Aujourd'hui, Disney Village cherche surtout à s'uniformiser, à devenir entre guillemets lisse avec les mêmes genres de déco modernes qu'on peut voir partout. Il y a donc pas grande valeur ajoutée à part quelques boutiques un peu sympas, genre Disney Fashion, Art Gallery ou la boutique Lego. Mais bon, ça vaut pas spécialement le déplacement si vous n'avez pas prévu d'aller au parc quoi.
Après, il y a quand même des bons points à relever à Disney Village. Déjà, il y a pas mal d'animations, souvent en lien avec les saisons Disney, comme Halloween ou Noël. Mais il y a aussi des événements spéciaux, comme la Saint-Patrick, la Saint-David, le festival Rock'n'Roll en septembre ou les feux d'artifice en novembre, qui du coup constituent un moyen original de passer une bonne après-midi, sachant que Disney Village est complètement gratuit. Alors niveau activité, il est possible de prendre un peu de hauteur à bord du plus grand ballon captif au monde, le Panorama Magique. Pour seulement 15 €, vous pourrez bénéficier d'une superbe vue à 360 degrés à 100 mètres au-dessus du lac Disney. Le vol dure 6 minutes et le ballon peut transporter jusqu'à 30 personnes. Mais si vous n'aimez pas les gens, vous pouvez privatiser le ballon. Bon, ça coûte entre 250 € et 375 €, mais d'un autre côté, les gens. Et pour le coup, c'est pas anodin de trouver une montgolfière près des parcs Disney, surtout Disneyland Paris. Walt Disney était très influencé par l'imaginaire de Jules Verne et par le rétrofuturisme de manière générale, et on retrouve très souvent ce genre de véhicule volant dans ses œuvres. Juste à côté du Panorama Magique, vous pourrez faire du pédalo, de la barque électrique ou du Love Boat sur le lac Disney. Attention par contre, cette activité est ouverte seulement le week-end et pendant les vacances scolaires. Ça fait rien, on va se construire un pédalo nous-mêmes, ça doit pas être bien compliqué, avec un petit signe. Tu sais faire les petits signes sur les pédalos? Non, moi je sais. Il y a aussi des salles d'arcade, aussi bien dans le Gaumont que près du Sport Bar, où vous pourrez jouer à Luigi's Mansion. It's me, Luigi. Oh, Mario. Et enfin, la plus grosse attraction de Disney Village, j'ai nommé le Buffalo Bills Wild West Show, qui est là depuis 92, donc qui a ouvert en même temps que le resort. Et pour être honnête, je l'ai jamais fait, donc c'est l'occasion jamais. Allez! Il est où le spectacle là? Bah ça a fermé à cause du Covid. Ah, il a fermé à cause du Covid. D'accord. Donc ouais, moi chaque fois je m'étais dit oh c'est pas grave, je ferai la prochaine fois, je vais pas payer 50 € en plus de mon pass, gna gna gna, donc j'aurais dû le faire quoi. D'accord. Bon bah c'est un centre de vaccination maintenant. Voilà, c'est pas grave, on va quand même essayer de vous expliquer ce qu'était le spectacle alors. Bon, la légende de Buffalo Bill était un symbole de Disney Village. Il a quand même été joué plusieurs fois par semaine pendant 28 ans, avec peu de changements si ce n'est l'ajout de Mickey et ses amis en 2010 pour le rendre un peu plus Disney. Pendant que vous pouviez déguster un délicieux dîner texan, vous assistiez à un superbe spectacle qui mettait en scène les héros les plus célèbres de la conquête de l'Ouest comme Buffalo Bill, connu pour avoir fondé le spectacle Wild West Show, ou encore de Annie Oakley, une badass connue pour sa précision au tir et qui a été, entre autres, merveilleusement interprétée par Alyssa Edwards dans RuPaul Drag Race All Star 2. This is my band, the Sharpshooters. 5, 6. Le succès de ce spectacle prouve encore une fois que Disney Village et le resort Disneyland Paris de manière générale voulaient à la base miser sur l'amour des Européens pour l'American Dream. Les 50s américains, la conquête de l'Ouest, tout ça, c'est des trucs qui nous plaisent à nous. On voit beaucoup moins ce genre de thématisation dans les parcs Disney américains, ou du moins pas aussi poussé. C'est d'ailleurs pour ça que notre Frontierland est si soigné. Mis à part les animations, niveau restaurant, je vous conseille vraiment Earl of Sandwich si vous êtes pressé, ça reviendra à peu près au même prix que McDo et c'est à la fois meilleur et bien plus original. Et Annette si vous avez un peu plus envie de vous poser. Par contre, je vous déconseille de manger à Rainforest Café ou Planet Hollywood qui sont chers et pas hyper bons. Par contre, ça vaut le coup de les visiter parce que c'est très joli. Surtout le Rainforest Café. Attendez, il y a un crocodile à l'entrée et un arbre qui parle à l'intérieur. C'est pas rien. Bon, de manière générale, ne vous attendez pas à être transcendé par la qualité de la nourriture à Disney Village. Vous payerez surtout le thème et le cadre. Puisqu'on est sur le sujet des restaurants, on va s'attarder un petit peu sur mon petit coup de cœur, Earl of Sandwich, qui a vraiment, techniquement, été fondé par le comte du sandwich. Je m'explique. Earl of Sandwich est une petite franchise de sandwich et de restauration rapide créée par un certain Orlando Montaigu. Oui, on dirait le nom d'un héros dans un roman de fantasy. Orlando Montaigu, qui est le fils du 11e comte de Sandwich, lui-même descendant du 4e comte de Sandwich, qui a popularisé le sandwich au XVIIIe siècle. Oui, je sais, ça fait beaucoup de sandwich. Et le jeune comte malin qu'il est s'est dit que quitte à s'appeler grosso modo Orlando Sandwich, autant aller jusqu'au bout et fonder une franchise qui vend des sandwichs à Orlando. Orlando Montaigu ouvre donc le premier Earl of Sandwich en 2004 à Downtown Disney, l'équivalent en 12 000 fois mieux de Disney Village à Orlando. Progressivement, la franchise gagne du terrain aux États-Unis et à l'international, et aujourd'hui on compte 33 Earl of Sandwich aux USA, dont un également à Downtown Disney en Californie, un en France, à Disney Village, 2 aux Philippines et un à Winnipeg. Il y en avait bien à Londres, mais il a fermé. Donc Disney Village est le seul endroit en Europe où vous pouvez découvrir l'œuvre sandwichère du comte Orlando Montaigu du sandwich. Bref, je vous conseille vraiment d'aller dîner ou déjeuner ou les deux à Earl of Sandwich plutôt que de perdre votre temps avec les sandwichs médiocres et beaucoup trop chers de Disneyland. Je recommande particulièrement le Frenchie avec sa moutarde qui va adoucir le goût du fromage, le Chipotle Chicken Avocado, le mélange très salé du bacon avec le goût tendre de l'avocat vaut le détour,
et bien sûr le Original 1762, la base. Je vous jure qu'il n'y a pas de meilleure sensation que de déguster un délicieux sandwich de Earl of Sandwich dans le RER, seul à 23h après une dure journée à Disneyland. Et je pense que j'ai assez parlé de sandwich comme ça, remettons-nous au travail. Voilà! Et on va conclure cette petite face cachée des parcs en vous parlant brièvement des autres Disney Villages dans le monde. Pratiquement chaque parc Disney a sa petite zone commerciale en dehors du parc. Certaines sont à voir un peu plus comme un bonus en fin de journée, comme Disney Village ou Downtown Disney en Californie, mais d'autres sont à prendre comme de vraies destinations touristiques, à savoir Disney Springs à Orlando, Xpiari au Japon et Disney Town à Shanghai. Disney Springs a ouvert en 75, soit 4 ans après l'ouverture du Magic Kingdom, et au début il était composé de 2 zones, Disney Village Marketplace, qui a inspiré le nom de notre Disney Village, et Pleasure Island. En 96, ces 2 zones sont regroupées pour former Downtown Disney qui gardera ce nom jusqu'en 2015 pour être enfin changé en Disney Springs. La zone avait l'avantage d'être en plein air, ce qui était à l'époque assez original aux États-Unis, vu que la mode c'était plutôt les gros centres commerciaux à plusieurs étages, vous voyez. Disney Springs est vraiment immense et si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous conseille de prendre au moins une après-midi. Voyez ça vraiment comme une journée shopping et pas comme une visite de boutique rapide après votre journée à Magic Kingdom. De toute façon, croyez-moi, après une journée entière à Magic Kingdom, vous aurez carrément plus envie de dormir que d'aller faire du shopping. Du côté de Disneyland Californie, la zone commerciale, nommée Downtown Disney comme à Orlando à l'époque, n'a ouvert qu'en 2001 en même temps que California Adventure. Le but était de vraiment transformer le parc en destination touristique complète. Ça ressemble un peu plus à notre Disney Village dans le sens où c'est une grande rue avec des boutiques et des restaurants. Très sympa pour se promener en fin de journée ou pour faire un peu de shopping si vous séjournez à côté du parc Disney et que vous n'avez pas envie de vous taper tout le trajet jusqu'à LA juste pour chiller à Sephora. Au Japon, la zone commerciale s'appelle Xpiari et a ouvert en 2000 en même temps que Tokyo Disneyland. Me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, apparemment c'est un jeu de mots entre expérience et Peri. L'ornithorynque? Non, ça aurait été cool mais non, c'est Peri la divinité perse. Ah. Tout comme Disney Springs, c'est une zone commerciale à part entière, donc avec 9 zones thématiques regroupées sur 4 étages. Là aussi, prévoyez donc une bonne après-midi pour visiter cette zone. Du côté de Shanghai, on trouve Disney Town ouvert en 2016 en même temps que le parc. Et enfin, à Hong Kong, on a rien. Rien, il n'y a pas de zone commerciale à Hong Kong Disney. Il y a un lac. Un beau lac avec des activités dessus et tout, mais non, pas de zone commerciale, pas de Disney Village, pas de Downtown Disney, de Disney Springs ou je sais pas quoi. Donc, comme quoi, nous on se plaint de Disney Village, mais ça pourrait être pire. Pour conclure, notre Disney Village, comme beaucoup d'éléments de Disneyland Paris, avait un très bon concept de base qui n'a pas su rencontrer son public et qui a fini par être complètement repensé. Aujourd'hui, Disney Village fait quand même un peu fade, surtout comparé à d'autres zones commerciales Disney, et en plus sachant qu'il y a le super centre commercial Val d'Europe à une station de RER, c'est normal qu'il soit un petit peu délaissé. Ça reste tout de même un espace de détente sympathique, surtout si vous voulez un mood un peu américain avec des événements originaux tout au long de l'année. Après, ça fait quelques années déjà qu'on entend des rumeurs concernant une expansion absolument colossale de Disney Village qui serait alors remis au goût du jour pour devenir enfin cet incontournable de votre séjour au resort parisien qu'on nous promet depuis le début. Bon, on ne sait pas trop si ces rumeurs vont se confirmer, mais en tout cas on l'espère parce que mine de rien, profiter de l'expérience Disney sans payer le prix des places, c'est pas mal quand même. C'était la face cachée des parcs, à la prochaine!